L'actualité, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier journal magazine de la semaine. Vous pouvez nous suivre en direct vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook et YouTube. À la une, en ce lundi 9 mars, la bourse qui dévisse dans le monde sur fond de coronavirus, moins 6% à l'ouverture à Paris, moins 5% à Tel Aviv. Les effets de l'épidémie sur l'économie se font désormais sentir et poussent les gouvernants à prendre des mesures d'urgence. Ce sera le premier titre développé dans ce journal. En Israël, de nouvelles mesures de prévention contre le Covid-19 sont attendues dans la journée. Décision également inédite en France pour freiner la propagation de l'épidémie alors qu'un premier mort a été annoncé en Corse il y a quelques minutes. Par ailleurs, on parlera également politique dans ce journal en compagnie de l'ancien ambassadeur israélien Fredi Eitan en Israël où les tractations continuent pour former une majorité. Radio J. Panique à bord ce matin donc sur les marchés. La crise sanitaire mondiale engendre désormais un ralentissement global de l'économie. Toutes les places boursières sont concernées. Alors que l'Italie est désormais cloîtrée sur elle-même, la bourse de Milan perd 10%. À Paris, le CAC 40 recule à la mi-séance de 6,6% à 4800 points après être passé sous la barre des 4750 points à l'ouverture. Le CAC 40 qui a donc dévissé de 22% en moins de 3 semaines. Mais le Covid-19 n'est pas le seul responsable. Les cours du pétrole ont connu un effondrement historique ces dernières heures, baisse de près de 30% du prix du baril de Brent et de WTI. En cause, le désaccord entre deux des principaux producteurs d'or noir, l'Arabie Saoudite et la Russie. Moscou a rejeté la proposition de l'OPEP emmenée par l'Arabie Saoudite qui avait recommandé aux pays de l'alliance dite OPEP+, de prolonger leur accord jusqu'à la fin de l'année 2020. Cet accord aurait conduit à une baisse de la production commune de 1,5 million de barils par jour supplémentaire, de quoi maintenir la stabilité des prix. C'est donc désormais le spectre d'une récession mondiale qui fait trembler la communauté internationale et Israël est évidemment concerné. La bourse de Tel Aviv, je vous le disais, a perdu 5% après 30 minutes d'ouverture ce matin. Après une journée déjà difficile hier, le gouvernement israélien a annoncé hier des mesures pour soutenir l'économie. C'est l'un des thèmes de la revue de presse d'Olivier Granilik, un partenariat avec Studio Kalita. Benjamin Netanyahu ne veut pas mettre en colère Donald Trump, nous explique ce matin Itamar Eikener dans les colonnes du Yediot Ahronot. En effet, une annonce mettant en quarantaine que les touristes américains pourraient avoir des conséquences négatives sur les relations entre Jérusalem et Washington. Il se pourrait donc qu'Israël annonce qu'il mette en isolement tous ceux qui arrivent et qui pénètrent dans son territoire, une mesure qui inclurait aussi les ressortissants américains. Le Premier ministre a aussi évoqué le côté économique de ce virus. La santé passe avant tout, mais nous ne devons pas oublier les aspects économiques de la question, a déclaré hier Benjamin Netanyahu. Le Israël Hayom nous apprend que la journée boursière d'hier à Tel Aviv s'est clôturée par une baisse de 5%, faisant suite aux baisses des places boursières sur le monde, dans le monde entier. Le Israël Hayom nous explique aussi que de nombreuses branches de l'économie israélienne ont été touchées par cette épidémie. Et hier, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a annoncé la création d'un fonds d'urgence de 4 milliards de shekels en faveur des entreprises et des indépendants qui ont et qui sont touchés par cette crise. Les secteurs du tourisme et de l'aviation ont été directement touchés par les décisions prises ces derniers jours par le ministère de la Santé afin de protéger Israël de la propagation du coronavirus. Ça nous explique ce matin le Maariv. Ils seront donc aussi les premiers à bénéficier de ce fonds d'urgence, a annoncé hier le ministre des Finances, Moshe Kahlon. Ce n'est pas le moment de parler ou de créer des commissions, il faut agir, sinon ce sont plusieurs secteurs d'activité économique israélienne qui vont s'effondrer. C'est ce qu'explique ce matin le président de la Histadrut, le syndicat des ouvriers israéliens, dans les colonnes du Yediot Ahronot. Le Haaretz, de son côté, annonce que la police prend aussi des mesures contre ceux qui ne respectent pas les consignes de quarantaine imposées à certains Israéliens. La police a annoncé hier la création d'une unité spéciale chargée de veiller à ce que les personnes placées en quarantaine respectent les consignes du ministère de la Santé. Unité spéciale de la police qui accompagnera les inspecteurs du ministère de la Santé qui effectuent des visites sur place pour s'assurer que les personnes en quarantaine n'enfreignent pas les règles.
Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est exprimé tout à l'heure depuis Bercy pour évoquer les conséquences de l'épidémie du coronavirus. Le ministre annonce que toutes les entreprises qui sont confrontées à des difficultés pourront demander le report des charges sociales par simple envoi d'un mail. Nous allons également demander la possibilité de reporter les charges fiscales de la manière la plus simplifiée possible, ajoute le patron de Bercy. Le ministre annonce également des baisses de chiffre d'affaires de 60% en moyenne pour les traiteurs, de 30 à 40% dans l'hôtellerie et de 25% en moyenne pour les restaurateurs et des chiffres encore plus forts pour tout le secteur de l'événementiel. Les représentants des 3 secteurs les plus touchés, l'automobile, l'aérien et la mode et le luxe, vont être prochainement reçus à Bercy. On reviendra, Gabriel, avec vous tout à l'heure sur la situation en France. Retour en Israël où Benjamin Netanyahou s'est entretenu dans la matinée avec ses homologues européens. Visioconférence consacrée évidemment à la lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre israélien appelle à une coopération internationale pour faciliter la détection du virus. Il ne s'agit pas de savoir qui sera le premier, mais comment nous pouvons atteindre ensemble cet objectif, a indiqué Benjamin Netanyahou, qui espère qu'un tel effort permettra de tester plus rapidement les personnes potentiellement contaminées. Le Premier ministre israélien échangé avec 7 dirigeants européens, notamment le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, mais pas Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Des chercheurs israéliens et américains travaillent actuellement à de nouvelles solutions de dépistage. Benjamin Netanyahou a évoqué ainsi ce matin des tests à domicile proches des tests de grossesse que nous connaissons. Et les ressortissants américains et les touristes de retour des États-Unis qui pourraient être concernés par les prochaines mesures israéliennes de mise en quarantaine, c'est ce que nous indiquait il y a quelques instants Olivier Graninic dans sa revue de presse. La décision devrait être annoncée dans les prochaines heures. Et selon le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, les États-Unis ne seraient pas opposés à une telle décision. Benjamin Netanyahou a récemment évoqué cette question sensible avec le vice-président américain Mike Pence. Dans les faits, tous les voyageurs pourraient être bientôt placés pendant 40 jours à l'isolement à leur arrivée à l'aéroport international de Ben Gurion, et ce, quel que soit leur pays de départ, une situation qui concernera également les soldats de retour de l'étranger. Un 29e cas positif a été signalé hier en Israël, mais c'est un cas inédit, puisque l'on ne sait pas à l'heure actuelle quelle est l'origine de la contamination. Pour la seule journée d'hier, 14 nouveaux cas avaient été répertoriés. Il y a quelques minutes, on apprenait également qu'environ 700 élèves d'une école à Jérusalem avaient été placés en quarantaine après qu'une partie des élèves de l'établissement ait mené une visite à Bethléem. Du côté palestinien, justement, on envisage la fermeture des points de passage entre la Judée-Samarie et la Jordanie. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Shtayyeh. 14h passées de 9 minutes. On marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal. À tout de suite. Oui, Philippe, retour sur le coronavirus. Le dernier bilan avec vous, Gabriel, en France. Le bilan était de 19 morts et de 1126 cas confirmés de contamination. Un salarié de Disneyland Paris a été diagnostiqué positif au Covid-19. Il s'agit d'un employé de nuit des équipes de maintenance qui n'a jamais été en contact avec des visiteurs, selon la direction. Le parc a déjà pris des mesures en mettant du gel hydroalcoolique à disposition et en distançant les visiteurs aussi dans les files d'attente que dans les parcs. On a appris il y a quelques instants que la Corse enregistrait son premier décès du coronavirus. Un homme de 89 ans est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital d'Ajaccio. Les voyageurs décidant de reporter ou d'annuler leur déplacement en TGV ou en train intercité pourront le faire, Gabriel, sans frais d'échange et de remboursement jusqu'au 30 avril. La mesure s'applique également aux TER en correspondance. Tous les trains TGV et intercités font l'objet d'un nettoyage quotidien renforcé et minutieux depuis plusieurs jours déjà, afin d'éliminer au maximum les risques de contamination, rappelle la société de chemin de fer par ailleurs. Des contaminations qui touchent également l'Assemblée nationale où le nombre de parlementaires contaminés a augmenté, Gabriel. La députée socialiste de l'Ardèche, Michel Victory, et le député La République En Marche du Val d'Oise, Guillaume Vuilletet, sont les 4e et 5e infectés à l'Assemblée nationale. Vuilletet a assuré sur son compte Twitter se sentir mieux après une poussée de fièvre et qu'il continuera à assurer son activité de façon digitale comme des milliers d'autres Français. Et le PDG des aéroports de Paris, du groupe Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a été testé positif au Covid-19. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude et ne l'empêche pas de continuer à exercer ses fonctions, a assuré la direction. La décision était attendue par les amateurs de sport et de football et du Paris Saint-Germain en particulier. Le 8e de finale retour de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Dortmund prévu mercredi au Parc des Princes se jouera finalement, Gabriel, à huis clos. Dans ce contexte, les équipes du club restent
pleinement mobilisés pour organiser la rencontre dans les meilleures conditions possibles. Les supporters ayant acheté leurs billets sur billetterie.psg.fr et ticketplace.psg.fr ainsi que les abonnés seront informés très prochainement des modalités proposées par le Paris Saint-Germain, a déclaré le club. Au match aller en Allemagne, le club francilien avait perdu 2-1 et doit donc rattraper ce retard. Et le match de rugby France-Irlande, comptant pour le tournoi destination qui devait avoir lieu samedi soir au Stade de France, a été également reporté. En Iran, 43 nouveaux décès ont été annoncés, soit un total de 227 morts désormais, Gabriel. Le nombre de personnes contaminées est de 7161. Et vous le disiez tout à l'heure, Steve, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a déclaré aujourd'hui que l'autorité palestinienne a envisagé la fermeture des points de passage entre la Jordanie et la Judée-Samarie en raison de la propagation du coronavirus. Cette décision, si elle est prise, serait coordonnée avec le royaume hachémite et Israël et un avertissement préalable serait adressé au public pour permettre à chacun de rejoindre son domicile. On va rester, Gabriel, en Iran où la télévision d'État en anglais du régime, Iran Press TV, a volontairement diffusé ces derniers jours des complots antisémites pour détourner l'attention des citoyens sur la mauvaise gestion du coronavirus par la République islamique. Le ministère de la Santé iranien a recensé 49 nouveaux décès dus à l'épidémie, portant à 43 nouveaux décès, portant à 227 le total de morts. Cependant, les spécialistes pensent que l'Iran compte beaucoup plus de décès. Le 5 mars dernier, Press TV a affirmé que des éléments sionistes ont développé une souche mortelle de coronavirus contre l'Iran. On a appris également tout à l'heure que la marche des vivants qui devait avoir lieu en avril en Pologne a finalement été annulée en raison de l'épidémie du coronavirus. Après avoir consulté les organismes de santé et les autorités compétentes, c'est avec le cœur lourd que nous sommes obligés d'annoncer le report de la marche des vivants de cette année en Pologne, a déclaré le président de l'événement, Shmuel Rosenman. Se déroulant sur 2 semaines, la marche des vivants, également appelée marche du souvenir et de l'espoir, invite les étudiants du monde entier à explorer les lieux souvenirs de la Shoah. Radio J. Politique israélienne maintenant, depuis que les résultats du scrutin n'ont donné que 58 mandats au bloc de droite, Benny Gantz se relance dans la bataille pour tenter de former le prochain gouvernement. Son objectif premier, empêcher Benjamin Netanyahou de le faire. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. En Israël, l'euphorie post-électorale n'aura pas duré plus de quelques heures. Que ce soit le discours de victoire de Benjamin Netanyahou ou surtout le sentiment de soulagement des électeurs israéliens, tout s'est dissipé pour laisser la place à une nouvelle bataille politique, comme si les élections n'avaient jamais eu lieu. Benny Gantz, qui avait commencé par reconnaître sa défaite, est remonté au créneau et espère maintenant former un gouvernement de minorité, mais il veut aussi empêcher son rival de droite de reprendre la main ou de provoquer de nouvelles élections. Pour cela, le leader de Blanc-Bleu veut faire voter une loi qui interdirait à un élu sous le coup d'une inculpation de former un gouvernement. Il compte pour cela sur la majorité anti-Netanyahou qui est sortie des urnes après le scrutin du 2 mars. Mais le chef du parti centriste doit encore surmonter un certain nombre d'obstacles. D'abord, Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, voudrait que la loi s'applique pour cette législature, alors que Benny Gantz préfère qu'elle ne s'applique qu'à la prochaine Knesset. D'abord parce que ce serait l'assurance que Benjamin Netanyahou ne tenterait pas le tout pour le tout en provoquant de nouvelles élections anticipées, mais surtout dans un état de droit, une loi ne peut être ni personnelle ni rétroactive. C'est exactement le reproche qu'il avait adressé au Likoud quand le parti conservateur avait envisagé une loi qui permettrait à son dirigeant de repousser l'ouverture de la procédure judiciaire contre lui. Par ailleurs, se pose la question technique du moment où présenter une proposition de loi devant le nouveau Parlement. La 23e Knesset ne sera investie que dans 2 semaines, donc rien de possible avant. D'autre part, il faut que ce soit le parti bleu-blanc qui prenne la présidence de la commission parlementaire chargée de fixer l'ordre du jour. Ensuite, il faut aussi que le président de la Knesset valide cet ordre du jour, ce qui n'a aucune chance de se produire tant que c'est le député Likoud, Yuli Edelstein, qui préside l'Assemblée. S'il ne peut empêcher la présentation du texte devant les parlementaires, il peut tout du moins la retarder. Le parti bleu-blanc peut essayer de mettre un de ses élus pour remplacer Edelstein, sauf que le parti d'Avigdor Lieberman s'y oppose, en tout cas pour l'instant. Enfin, il n'est pas certain que Benny Gantz parvienne effectivement à réunir les 61 voix de majorité pour faire adopter le texte, qui doit impérativement passer à la majorité absolue, puisqu'il s'agit d'une loi fondamentale.
Il n'est donc pas exclu que cette manœuvre soit seulement un moyen de faire pression sur le Likoud pour le déstabiliser, plutôt qu'un programme concret. Le leader centriste commence à apprendre les techniques déjà maîtrisées depuis longtemps par son rival conservateur. Benjamin Netanyahou sait parfaitement comment occuper totalement le terrain politique. Benny Gantz essaye à son tour de s'y faire une place. Le procès de Benjamin Netanyahou doit commencer normalement le 17 mars prochain, mais ses avocats tentent de le repousser. Ils ont déposé une requête auprès du tribunal de Jérusalem afin de reporter l'ouverture de ce procès de 45 jours. Les avocats du Premier ministre affirment que les documents d'enquête ne leur ont pas été transférés avec l'acte d'accusation. Benny Gantz indique de son côté sur Twitter qu'un tel report n'arrivera pas, mais c'est l'avis du procureur général israélien qui fait la une des sites israéliens ce midi. Avishai Mendelblit a indiqué à la cour de district de Jérusalem qu'il s'opposait au report du procès Netanyahou. À ses yeux, le différend concernant les documents d'enquête devra être résolu d'ici la première audience. Voilà, on marque une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie du journal. À tout de suite. Retour sur la politique israélienne. Philippe Serge Heidenberg recevait ce matin l'ancien ambassadeur israélien Fredi Eitan, un invité qui regrette que l'option d'un gouvernement d'union nationale soit écartée par Carole Avonen. On l'écoute. C'est surtout, je dirais, que les querelles personnelles prévalent sur les intérêts de l'État. Vous savez, la situation est grave. Et pour plusieurs raisons. D'abord, il y a évidemment l'épidémie du coronavirus qui fait ce matin 39 personnes israéliennes qui ont été atteintes et quelques dizaines de milliers qui sont confinés chez eux et qui ne peuvent pas sortir. Il y a l'aéroport Ben Gurion qui se vide. Probablement, on va boucler complètement donc tous les vols en provenance de plusieurs pays, y compris peut-être même les États-Unis. Donc la situation est grave, pas seulement une crise gouvernementale, mais la situation peut amener à des conséquences socio-économiques et économiques graves. On n'a pas de budget, on n'a pas de gouvernement. Et donc il existe aujourd'hui, face à cette situation, il y a 3 options pour pouvoir sortir de cette crise. Je crois que la première, c'est évidemment, et ce qui est tout à fait logique dans ces conditions-là, c'est de former un gouvernement d'union nationale. La deuxième serait ce que Gantz, avec Lieberman, je dirais même manigance, c'est de faire un gouvernement, de former un gouvernement minoritaire avec Lieberman, mais aussi avec le soutien de la liste commune des 15 députés arabes. Et là, ce gouvernement ne pourra pas faire long feu. Et on peut évidemment développer tout cela. Mais la troisième option, c'est de retourner aux urnes, c'est-à-dire pour la 4e fois. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas d'autre alternative. Dans ce contexte-là, je suis convaincu que seul un gouvernement d'union nationale est capable donc de sortir de l'impasse, de cette situation grave actuelle. Et vraiment, bien sûr, il y aura des difficultés, ce ne sera pas facile, mais le parti bleu-blanc de Gantz, y compris même Lieberman, devrait mettre leur querelle au vestiaire et penser avant tout aux intérêts de l'État. Fredi Eitan, est-ce que Orly Lev Abekassis, la fille de David Lévy, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël, est-ce qu'elle pourrait quitter sa mini-coalition pour rejoindre Benjamin Netanyahou? Oui, non, mais elle a démenti. Mais il faut dire que oui, il y a ça, des, on pas... peut, il y a... Oui, non, mais vous savez, en politique, on peut démentir et puis faire le contraire, changer d'avis. Oui, non, mais le problème, c'est que si elle représente qu'un député, c'est-à-dire elle est un siège, et Netanyahou a besoin aujourd'hui de 3 sièges pour avoir les 61. Donc, il suffit pas seulement d'organiser les choses, mais peut-être demain
Hausner et Handel pourront éventuellement passer du côté de Netanyahou. Ils étaient eux-mêmes, l'un était secrétaire du gouvernement et le deuxième était porte-parole du gouvernement. Donc ils connaissent parfaitement Netanyahou. Ils ont quitté Netanyahou pour d'autres affaires. Mais le problème est de savoir comment gérer les affaires de l'État. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une question de personnel, ce n'est pas une entreprise privée, l'État. L'État doit être géré. Et je ne comprends pas, surtout quand il y a cette épidémie qui pourrait éventuellement être beaucoup plus grave. La gravité de l'épidémie, et non seulement l'épidémie, mais c'est toutes les autres menaces. Mais je ne comprends pas comment le peuple juif, si vous voulez, qui se sent toujours lié par une responsabilité, des intérêts communs, de cette générosité, cette aide et l'esprit de solidarité, je ne reconnais pas ces Israéliens qui prétendent avant tout de déloger Netanyahou. Et si Netanyahou accepte d'être après même se former ce gouvernement, et s'il est toujours plébiscité par une grande majorité des électeurs, on doit respecter les lois démocratiques. Ça va de soi. Netanyahou n'est pas un Erdogan en Turquie. Erdogan jette les opposants en prison, y compris les journalistes. Donc il y a une certaine une campagne que une partie de la gauche, si elle existe encore, une partie donc certains partis ou certains leaders politiques essayent par tous les moyens de présenter Netanyahou comme le diable et qu'on ne peut pas s'asseoir avec lui. Le reste de l'actualité internationale maintenant. Recep Erdogan est attendu aujourd'hui à Bruxelles pour des entretiens avec les responsables de l'Union européenne sur la situation des migrants à la frontière entre la Grèce et la Turquie, Gabriel. Une coalition de pays volontaires de l'Union européenne envisage de prendre en charge jusqu'à 1500 migrants mineurs, a annoncé ce matin le gouvernement allemand. Et Marine Le Pen a appelé l'Union européenne à menacer de sanctions le président turc Recep Erdogan. La présidente du Rassemblement national a également appelé Emmanuel Macron à remettre en place nos frontières, je cite, face à l'acte de guerre d'Ankara qui a permis selon elle un afflux de migrants aux frontières grecques. Et en Irak, on vient d'apprendre que 2 membres des forces militaires américaines avaient été tués hier dans le nord du pays dans le cadre d'une opération contre l'État islamique. En France, Gabriel, J-6 avant les élections municipales. Et à Paris, Agnès Buzyn continue d'attaquer Anne Hidalgo. Invitée du forum Radio J animé par Frédéric Aziza, la candidate de La République En Marche a dénoncé le fait que la propreté dans la capitale soit une promesse de campagne de la maire sortante socialiste, alors que pendant 6 ans, elle n'a pas fait grand-chose dans ce domaine. Je lui reproche 2 choses. D'abord, un déni de réalité, notamment sur la propreté. Tout d'un coup, dans le programme, on voit apparaître un doublement du budget dédié à la propreté. Madame Hidalgo était maire pendant 6 ans. Elle n'a pas vu. Elle ne s'est pas posé la question de la saleté. Et pourtant, vous avez voté pour elle il y a 6 ans. Hein. Oui, mais je le regrette. Ouais. Je le regrette. J'ai été très déçue par son mandat. Sincèrement, j'ai vu la situation de la ville se dégrader. La ville n'est plus du tout agréable à vivre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Radio J à 15h. Tout de suite, Alexis Lacroix reçoit l'universitaire israélienne Nadia Ellis. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne fin de jeûne à ceux qui jeûnent et surtout passer d'excellentes fêtes de Pourim.